Oui, bonjour, Daniel Muller, je travaille à la SNCF, je suis directeur excellence opérationnelle, côté réseau, circulation ferroviaire. J'avais une question pour les messieurs de CECAFI, parce que moi j'ai été président de CHSCT, j'ai été parfois confronté à des expertises qui sont demandées par les partenaires sociaux. Je voulais savoir un peu le bilan que vous faites. Est-ce que lorsque vous faites vos expertises, vous retrouvez plus de souffrance côté agent, côté manager, côté direction? Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si quand vous analysez tout ça, on est plutôt côté, je vais dire, terrain, agent ou dans un ensemble. Voilà, merci. Moi, mon expérience, c'est que la souffrance, en fait, elle est à tous les niveaux. La souffrance, les tensions, elles proviennent de cet écart entre le prescrit et le réel, et du fait, justement, de ne pas pouvoir en débattre, et, ne pas pouvoir, et de ne pas pouvoir penser, débattre et agir par rapport à ces écarts. Pourtant, c'est la base d'une boucle de rétroaction. Dans un système, si on veut pouvoir corriger les effets d'un système, il faut mesurer les écarts. Mais ça fonctionne, je le constate, très mal dans les entreprises. Alors, on progresse quand même, hein, mais c'est un sujet qui est difficile, et c'est un sujet qui est difficile parce qu'au cœur de ça, il y a la question du collectif. C'est comment on arrive à travailler ensemble. C'est sur ce point-là qu'on doit progresser, et on arrivera à progresser sur ce point-là si on profite des travaux qui ont été faits en sciences humaines. Faire un groupe, avoir une réunion efficace, être capable de débattre de quelque chose, ça, c'est pas parce qu'on dit tiens, on va se mettre autour d'une table qu'en fait on va réussir à traiter. C'est pas en faisant une réunion. Une réunion, c'est pas magique, hein. Il y a des fondamentaux à travailler derrière. Bonjour, je suis Sophie Lallemand, je suis consultante et j'ai une question pour Monsieur Bailleul. J'ai mené un accompagnement du changement exactement sur le modèle que vous avez proposé auprès d'un département d'une grande collectivité territoriale. Et je voulais savoir comment, dans vos workshops, vous avez réussi à réguler, parce que, en fait, nous avions une représentation bottom-up de tous les collaborateurs de différents niveaux. Et nous avons rencontré des problèmes parce qu'évidemment, certains s'expriment mieux que d'autres. Et surtout, les organisations verticales font que certaines personnes sont plutôt dans une attitude de dominer par rapport à d'autres qui sont plutôt dominants. Et quand ils se retrouvent dans ces workshops, il n'arrive que certaines castes, là en l'occurrence c'était des ingénieurs, voulaient absolument prendre le pouvoir et écraser la parole, notamment des ouvriers. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à réguler, étant donné que vous avez des pilotes dans vos workshops, et comment vous avez régulé. En ce qui concerne les entrevues, donc on a fait la séparation, si je puis dire. Donc nous n'avons pas, mélangé des ingénieurs avec des ouvriers, ni les ingénieurs avec du management, vice-versa. Donc nous avons vraiment ciblé les groupes. Donc les groupes de travail étaient des groupes, par exemple, qui comportaient uniquement des travailleurs. Ce qui veut dire que le pilote que l'on avait désigné, c'était lui donc, qui devait mener les débats. Et dans ce que nous avons demandé également au pilote, c'était de donner la parole à tout le monde. Même si quelqu'un ne parlait pas, c'était quand même de s'adresser à lui et de lui poser une question. Donc de ce fait-là, c'est de la manière qu'on a pu réguler, mais on n'a pas mélangé les gens. Donc lorsqu'on a donné, le feedback des analyses, donc on a bien précisé, à l'ensemble à la fois des travailleurs. Donc on a dit, voilà ce que pense le management. Vice-versa, on a dit au management, voilà ce que pense le terrain. Et comment est-ce qu'on peut s'entendre? Et lorsqu'on a créé, les plans d'action, donc on a d'abord fait les plans d'action d'un côté, fait le plan d'action de l'autre côté, et puis on a mis les gens ensemble. Et on a dit, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour l'ensemble du personnel, à la fois le management, à la fois les gens de terrain. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision finale de dire, voilà, on va dans telle direction. Bonjour, je suis Anne-Sophie André, je travaille chez BP. J'ai une question pour Frédéric Lauberman. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, merci beaucoup. Je suis une ancienne vendeuse qui essaye de convertir mes collègues à l'expérience client et réaligner les processus dans une division du groupe pétrolier. Et je voulais vous demander si vous avez invité vos clients à venir faire ce mapping, les Customer Journeys, avec vous, et si oui, de quelle manière? Le premier client qu'on a invité pour le faire, c'est nous-mêmes, parce qu'en fait,
Très souvent, on se précipite sur le client. Moi, très souvent, on me dit, mais est-ce que tout ce que tu racontes, tu l'as validé avec les vrais clients? Et donc, il y a la réponse facile, c'est de citer Ford qui disait, la dernière personne à qui j'ai demandé, c'est le client, parce que sinon, il m'aurait dit mettre de plus de chevaux. Ou Steve Jobs qui disait tout le temps, on est payé pour savoir ce que les clients veulent, et si on demande aux clients ce qu'ils veulent, on n'aurait jamais fait Apple. Au-delà de l'anecdote, moi, ce que j'essaye d'abord de faire pour répondre directement à votre question, c'est de rappeler à chacun qu'on est tous clients, et forcer chacun à se mettre dans un mindset client et à se projeter, enfiler le costume du client et à essayer de projeter ce qu'il veut. Et ensuite, une fois qu'on a fait des hypothèses, alors, donc c'est un grand respect par rapport aux gens en interne, c'est la valorisation du fait que tu n'es pas que responsable de processus. Quand tu vas sortir le soir du bureau et que tu vas aller faire tes courses, t'es client. Donc comment se fait-il que tu ne puisses pas rester aussi client quand tu fais des processus? Et après, pour répondre à votre question directement, une fois qu'on a ces hypothèses, alors bien sûr, c'est la nouvelle mode du moment, agile, comment ils appellent ça aussi, j'ai oublié le nom tellement ça m'énerve. On vient chercher les clients et on confronte avec les vrais clients, mais des hypothèses. Voilà, j'ai retrouvé le nom, le design thinking. En ce moment, on parle que de ça. Et j'adore. Il y avait la mode du service. Après, on est passé à expérience client. Maintenant, on est design thinking, agilité, etc. Et tout, voilà. Après, on peut revenir aux basiques. Pour répondre directement à votre question, première chose, commençons déjà en interne, surtout quand on est autant, à essayer d'émettre des hypothèses clients. Et ensuite, évidemment, travaillons l'itération avec le client pour lui faire des propositions, voire co-construire avec lui. C'est ce que d'aucuns appelaient dans l'industrie il y a quelques années le prototypage. Ce n'est pas le client qui fait des prototypes, on en fait, et puis après, on échange avec eux, et puis on affine notre prototypage. Je crois que Dyson fait plus de 500 prototypes avant de lancer un produit. Voilà. Dans la démarche que vous avez mis en œuvre au sein de la CNCF pour atteindre l'excellence opérationnelle, vous avez parlé à un moment d'ange gardien que vous avez désigné. J'aurais aimé savoir quels moyens vous leur avez mis à disposition pour qu'ils puissent se préoccuper du bien-être de leurs collègues. Ils se côtoient tous les jours. Donc l'idée, c'est de reconnaître le fait que l'attention qu'ils portent aux autres m'intéresse. Et que du coup, ils ont accès à moi pour parler de leurs collègues au cas où il y a une difficulté de façon relativement anonyme. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous pensiez à quel autre type de moyen ? Je ne sais pas, parce que dans ce que vous décriviez un réel mal-être au sein de votre entreprise. Et c'était dans mon entité, oui. Le mal-être en question. Hein. Et donc du coup, je me demandais, est-ce que c'était juste de l'écoute pour leur permettre juste quelque part de se soulager entre collègues du mal-être qu'ils vivent, ou est-ce qu'ils avaient vraiment, les anges gardiens, des moyens effectifs pour améliorer en fait Alors après, on a, je dirais, les arsenaux habituels qu'on peut utiliser, de coaching, de formation, de feedback, enfin, tous ces outils que j'allais qualifier de classiques, c'est assez injuste parce qu'ils ne sont pas classiques. Mais la démarche d'ange gardien, elle avait ceci d'un peu original, qui était de faire que dans une équipe, les gens soient attentifs à leurs collègues, pas comme des fonctions, mais comme des personnes, et qu'en fait, ils consacrent du temps de façon bienveillante à les regarder fonctionner ensemble. Et c'est ça, et je pense que ça a été très utile. Et c'est toujours utile parce que j'ai quelquefois des ambassades, des gens qui viennent me trouver pour me dire il faudrait que tu fasses attention à un tel ou un tel, ce genre de choses. Alors peut-être que je ne suis pas assez concrète, mais je vais vous donner un exemple. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, un de mes collaborateurs est venu me trouver pour me dire je remarque depuis quelque temps que cette personne X n'intervient plus assez souvent en réunion. J'en ai parlé avec elle. Elle parle moins souvent en réunion parce qu'elle ne se sent pas bien dans l'équipe. Et je pense qu'il faut qu'on s'en occupe. Voilà un exemple. Et ça, c'est des signaux faibles qu'on peut ne pas voir quand on est dirigeant, quand on est préoccupé par autre chose. Et le fait d'avoir été alerté par ce collègue sur le fait que la personne parlait moins en réunion, j'y ai été attentive et je m'en suis rendu compte. Et du coup, je me suis préoccupée des raisons pour lesquelles elle parlait moins souvent en réunion. Et on en a parlé ensemble, d'abord autour de la machine à café,
pour comprendre. Et puis, j'ai découvert qu'effectivement, elle avait quelque chose de difficile à décider dans sa vie, qui me regardait plus ou moins d'ailleurs, mais qui m'a donné envie finalement de... C'est très intime ces questions en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait dans la vie professionnelle, les questions personnelles arrivent et c'est comment on gère tout ça pour que les gens s'y sentent bien. Voilà. C'est une histoire personnelle. D'accord. Merci. J'aimerais du coup reposer une question derrière pour aller plus loin. Comment est-il possible d'imaginer de le propager au sein de la SNCF, d'Orange ou de Cofidis ? Mes collègues, mes collaborateurs sont assez contents de ce truc, donc ils en parlent beaucoup autour d'eux. Et il n'y a pas très longtemps, on a eu une université des dirigeants. Et le thème, qui était un thème assez redoutable, c'était l'échec. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, faire une université d'été sur l'échec. Quand on a vu ça en rentrant de vacances, on s'est dit waouh. Bon. Et j'ai partagé ça, l'expérience des anges gardiens. Et je sais que beaucoup de mes collègues, en fait, se sont dit qu'ils allaient copier. Donc, c'est une façon de propager. En plus, j'en parle aujourd'hui, donc je fais des adhésions, j'espère. Dans notre organisation, on a créé ce qu'on appelle une personne de confiance. Donc, ça, c'est un des outils. Ce qui veut dire que cette personne, on l'a envoyée en formation, donc, pour voir aussi si elle était capable, je veux dire, d'assumer cette responsabilité. Et en fait, ça fait que sa fonction est simple, c'est d'écouter également des collaborateurs, je dirais, qui sont dans le souci ou dans le besoin, peu importe. Et donc, si ça cadre, je dirais, dans l'entreprise, il y a un feedback qui est donné et on doit prendre une action. Bien entendu, ça va chez nous autres au niveau des ressources humaines. Donc, on transfère ça aux ressources humaines. Donc, ça, c'est une des manières, je dirais, que nous, on a fait, au lieu d'utiliser l'ange gardien, c'était de nommer une personne de confiance qui a été formée pour ça. La deuxième chose que nous avons effectuée, c'était au niveau du management. Donc, j'ai envoyé l'ensemble du management, en tout cas dans le cadre de l'aéroport, à des formations que j'appelle les formations iLead. Donc, c'est une formation, je dirais, de management et qui a été adaptée par rapport au niveau des personnes. Donc, parce que dans la hiérarchie, j'ai des chefs d'équipe, donc qui sont vraiment des hommes de terrain, et j'ai des ingénieurs qui sont des cadres. Et donc, cette formation iLead a été adaptée par rapport, je dirais, à la personnalité, si je puis dire, ou plutôt au niveau de connaissance. Et dans cette formation, on a poussé, je veux dire, le côté managérial dans le sens d'essayer de se mettre à la place de l'autre, donc de comprendre ce que c'était l'empathie. Donc, ce qui fait que, par la suite, je dis ce qui s'est passé après ce genre de formation, lorsque, je veux dire, un cadre était face à un technicien, ils n'ont pas le même langage, il faut être réaliste. Et donc, la personne qui avait suivi cette formation, ou les gens qui ont suivi les formations d'iLead, finalement, ont compris ce que c'était l'empathie et se sont mis à la place de la personne qui est en train de communiquer avec lui. Et ça nous a fait avancer. Bonjour, je suis Anne Pinault, manager en transition en transformation et membre de l'IFCEO. J'avais une question pour tout le monde, en fait. C'est comment rendre... le pouvoir de conviction de dire aux dirigeants, d'être des dirigeants pressés sur les changements qu'ils sont à faire, que tout ça va demander du temps. Donc, avez-vous des idées, des clés, des arguments pour que ce soit compatible ? Je fais juste allusion à une discussion que nous avions tout à l'heure sur le management des injonctions contradictoires. Une discussion qu'on a eue autour du café tout à l'heure. J'ai adoré votre remarque qui était première chose à faire, c'est de ne pas les nier. Les injonctions contradictoires, c'est un fait, donc vous n'arriverez jamais à les enlever. Donc l'idée, c'est ce que vous disiez, c'est comment on joue avec. Alors le lien avec votre question, c'est que finalement, transformation et pressé, ça peut effectivement paraître comme des injonctions contradictoires. Et donc il ne faut pas le nier. Et moi, la solution que souvent j'essaie de pratiquer, c'est de servir les deux. C'est-à-dire que pour ça, je découpe. Je dis en général, on raisonne en disant il nous faut du quick win, du middle win et du long win. D'accord ? Et voilà, c'est une technique de base. On dit il faut leur donner 2-3 sucres tout de suite, sinon on va les avoir sur le dos. Il faut garder le momentum, c'est pour ça qu'on a du moyen terme. Et puis il ne faut pas lâcher sur la cible, et c'est pour ça qu'on a du long terme.
J'ai apporté tout à l'heure en partie une réponse, en expliquant que voilà, il y a la réalité. Le réel, c'est qu'on a un temps physiologique d'adaptation. Donc après, on peut faire comme si ça n'existait pas, mais quand on fait comme si ça n'existait pas, on se le reprend de face. Il y a beaucoup de stratégies d'entreprise qui échouent parce qu'il y a un refus de voir les goulots d'étranglement. Donc effectivement, toute l'idée, c'est de savoir dire non, mais pas un non destructif, mais un non constructif. C'est de dire ça je peux pas, ça plus tard. C'est dans cette négociation-là que ça se joue. Je voulais rappeler une étude McKinsey de 2008 dans laquelle ce cabinet bien connu rappelait que 75% des projets de transformation échouent. Et que du coup, il y a une énorme marge de progression et que la temporalité peut être, la prise en compte de la temporalité peut être une façon d'éviter d'être dans ces 75%. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, réussir la mise en œuvre d'un projet ne veut pas dire réussir une transformation. Grand débat. Moi, j'ai une question, puisqu'on a la chance d'avoir les représentants des partenaires sociaux et des représentants d'entreprises à différents niveaux hiérarchiques. Comment est-ce que vous pourriez nous aider, parce qu'il y a beaucoup de membres de l'IFCO qui se posent cette question-là, pour fluidifier les relations entre les partenaires sociaux et leurs représentants dans des CHSCT et des CE sur la thématique de l'excellence opérationnelle? Quelles clés nous pourrions débattre ici ensemble pour qu'il y ait moins de conflits, ou du moins que ça se résolve de manière la plus saine pour les salariés, pour les partenaires sociaux, pour les entreprises et tous les membres de l'entreprise? Je pense que l'action qu'on peut avoir, j'étais encore hier dans une réunion de cadrage chez un client, avec, il y avait un sujet sur une expertise d'une instance de coordination de CHSCT qui était très mal perçue, qui a été pris comme une claque. Et puis, on est vu arriver sur, finalement, il y a un certain nombre de dossiers qui sont à traiter dans cette entreprise et pour lesquels ils s'attendent, ils se regardent en chien de fusil, ils ne savent pas bien la chose. Et que, du coup, l'aspect de fluidification, elle a été de dire, annoncez ce que vous voulez faire dans l'année qui vient, proposer une façon proposer de travailler sur la méthode. Ces dossiers-là sont importants pour l'entreprise, il faut les traiter, et ça fait partie d'un sujet, et on va en parler. Et donc, on ouvre les règles, un cadre de discussion. Enfin, on a proposé de mettre en place un cadre de discussion, éventuellement calé sur... Il y aura certainement un petit peu de temps à passer sur la méthode, mais de manière à pouvoir parler des sujets, et parler des sujets de transformation. Les lois Auroux qui datent de 84 concernaient d'abord la santé physique. Il y a eu énormément de progrès. Moi, je me souviens avoir fait des visites, des missions dans des entreprises où c'était encore Zola du point de vue physique. Il y a eu beaucoup de progrès de fait. Il y a aussi le fait de se documenter, le fait de tout ce que je vous ai indiqué là sur les clés de la santé au travail. À partir du moment où on commence à bosser le sujet, on le prend en compte. Quand c'est dans l'ombre, qu'est-ce qui se passe ? L'entreprise, le collectif, il est inconscient par rapport à ces sujets-là. À partir du moment où on commence à les travailler, on est davantage conscient, et ça, c'est une partie des clés. Je crois que dans tout ce qui a été dit autour de la table, on voit bien que ce sur quoi aujourd'hui les entreprises, la marge de progrès qui reste, elle est sur la capacité, sur le collectif. Entreprendre, pourtant c'est dans le mot entreprise. Pourquoi il y a des entreprises ? C'est parce qu'en fait, c'est parce qu'un être humain à son échelle n'est pas capable de produire le service ou l'offre. Donc, par nature, l'entreprise est quelque chose de collectif. Tout l'enjeu, c'est d'arriver en fait à se parler et à agir ensemble de façon la plus fluide possible. Alors pour ça, mais ça va pas de soi, c'est pas naturel. Ça se fait sous certaines conditions, et c'est pour ça que je vous invite à bosser. Vraiment à bosser le sujet, parce qu'il y a eu des recherches dans le domaine, mais malheureusement, elles ne sont pas enseignées comme elles le devraient. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui, par la pratique, par l'empirisme, retrouvent un certain nombre de règles, mais qui existent dans la littérature. Donc je vous invite vraiment à bosser ça pour améliorer le dialogue social
dans les entreprises. Alors je ne voudrais surtout pas fanfaronner parce qu'on est dans notre entreprise n'est pas reconnue pour avoir un dialogue social très serein. En revanche, mon expérience m'a montré qu'une bonne partie de la difficulté tenait au fait qu'on est très piégé par les représentations, par le clivage et par les rôles derrière lesquels les individus ont totalement disparu. Et l'expérience que j'ai, c'est que chaque fois qu'on essaie de sortir du rôle, de dépayser le débat, de permettre qu'il ait lieu ailleurs et de retrouver en fait la fraîcheur du débat avec les personnes, on retrouve en fait la possibilité de dialoguer et qu'ensuite, ayant redialogué en tant que personne, on peut espérer retrouver une capacité d'écoute dans les rôles qu'on exerce. Alors, c'est un peu schizophrène ce que je décris, hein, mais je pense qu'il faut en passer par là, parce que sinon, dans un CE ou dans un CHSCT, le risque, c'est que les chaises parlent entre elles et que les personnes aient disparu derrière les rôles qu'ils tiennent. Juste faire un commentaire sur quelque chose qui me tient à cœur par rapport à mon intervention et à mon métier de tous les jours, c'est le pilotage par le sens. J'ai eu le plaisir de travailler il n'y a pas longtemps avec un consultant qui est un général assez connu, qu'on voit souvent à la télé, et qui intervient chez nous et qui a coutume de dire travailler l'intention, la pratique suivra. Je résume à ça en disant que la plus grosse des souffrances que moi j'ai pu observer, alors c'est peut-être dans mon métier et dans mon domaine d'intervention, hein, qui n'est pas RH mais qui parfois le touche, c'est les gens souffrent de ne pas comprendre pourquoi ils font les choses, et ils souffrent aussi parallèlement du fait qu'ils sont submergés d'exigences sur comment faire. Si vous voulez que je vous traduise ça très concrètement, pour ceux qui travaillent en entreprise, vous regardez dans votre production personnelle de slides, c'est pour les étudiants, hein, les slides c'est notre carburant à nous, donc sur la production vous-même de slides que vous faites et sur le nombre de slides que vous recevez, regardez le pourcentage qui est consacré à vous expliquer le sens, le pourquoi, et le pourcentage de slides qui est consacré à expliquer le comment. Et donc la première réaction, c'est que vous dites, mais attends, vu la position qu'il a et vu ce qu'il fait, et vu le fait que je sais qu'il n'a pas été dans une boutique depuis au moins 10 ans, j'ai du mal à comprendre pourquoi 70% du document m'explique le détail de comment tenir une boutique. Par contre, pas grand-chose sur la révolution qui me demande de mettre en œuvre dans ma boutique. Voilà, je veux un exemple précis. Donc, travailler l'intention, la pratique suivra, et souvent, ça apaise énormément de choses, même, j'imagine, avec les représentations du corps social. Je vais juste rebondir sur l'expérience qu'on a vécue avec André sur l'aéroport de Bruxelles. On a complètement cassé les clivages et les dialogues sociaux qui étaient entendus entre le patronat et les syndicats. C'est-à-dire qu'on a mis un pilotage de projet en parallèle auquel on a associé les partenaires sociaux dès le début, dans des instances qui n'avaient strictement rien à voir avec les instances instaurées. Et ça a super bien marché. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé avec des gens, on n'a pas travaillé avec des instances qui étaient dans des rôles. Je voudrais rebondir, mais on a également été dans les instances officielles. Donc ça veut dire que le résultat de ça a été présenté au conseil d'entreprise, pour que l'ensemble du conseil d'entreprise accepte la démarche. Enfin, merci. Bonjour, je m'appelle Anne Leblanc et je travaille chez Manpower Group. Merci à tous pour vos interventions, c'était très intéressant. Et on a vraiment vu à quel point l'humain est essentiel dans l'excellence opérationnelle. Et ce qui pêche aujourd'hui, je vais juste résumer de ce que j'ai retenu, c'est savoir entraîner, savoir écouter, savoir débattre, savoir communiquer. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur il y a plus de 25 ans à l'époque. Tout ce qui était sciences humaines, c'était juste zéro. On ne nous apprenait pas à communiquer, pas à débattre, etc. Dans toutes les écoles techniques, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est normal. Pour moi, dans les entreprises, ce qui manque, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne savent pas faire tout ça. Et ma question, en fait, s'adresse à Nicolas Berland. Je voudrais savoir aujourd'hui, donc vous nous recevez très bien ici aujourd'hui. Il y a plein d'étudiants. On est dans des domaines quand même techniques, également la gestion. Et je voudrais savoir comment, chez vous, vous prenez en compte cette dimension pour que demain, les jeunes soient mieux armés que nous, parce que franchement, on n'était pas du tout armés pour tout ça, pour que demain, l'excellence opérationnelle et l'humain soient juste beaucoup plus fusionnels et que l'humain soit vraiment un avantage pour les entreprises.
Oui, alors vaste question, effectivement, et qui est excellente, en fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié les interventions qui ont été faites, qui remettent l'humain. Enfin, le problème, c'est comment on dialogue, en fait. Ça va même au-delà de l'entreprise, c'est une question de savoir-vivre, en fait, qui parcourt l'ensemble de nos sociétés. On pourrait s'interroger, d'ailleurs, sur le temps long, comment tout ça évolue, en fait, parce que une des raisons, par exemple, aujourd'hui, de la difficulté de cette perte de sens, la définition du contrôle de gestion, c'est comment on met de l'ordre et du sens, en fait, dans les organisations. J'ai rajouté le sens là où beaucoup de gens mettent de l'ordre, parce que j'y crois profondément. C'est effectivement, pour reprendre la remarque du général, en fait, si on ne sait pas où on va, en fait, on est à peu près sûr de ne pas y arriver, en fait. Donc ça, c'est un vrai souci. Cette question, je vais répondre sur l'université, mais je me la pose pour mes enfants, par exemple. Moi, je suis frappé, en fait, comme dans notre éducation, on n'est pas habitué à parler. Je donnais juste une anecdote sur mon aînée qui, lorsqu'elle est passée en CE1, elle a 14 ans aujourd'hui, elle a bien grandi, mais en CE1, en fait, et la première question de la maîtresse en début d'année, c'était une petite image, combien il y a d'enfants sur cette image, combien il y a de filles, combien il y a de garçons, et donc ils étaient assis à des tables avec des chevalets, et donc elle a compté, il y avait 9 tables avec des enfants assis, elle a compté 10 enfants, donc 4 garçons et 5 filles. C'est bizarre, donc elle a eu que la moitié des points. Je me demandais pourquoi elle avait ça. En fait, elle m'a expliqué que il y avait bien 9 enfants assis derrière les tables. On arrivait à lire leur nom et donc elle était capable de dire qui était une fille, qui était un garçon. Elle voyait bien la maîtresse assise à sa place. Et puis il y avait un visage un peu tout noir en fait sur le côté. Donc comme c'était pas la maîtresse, c'était forcément un enfant qui devait arriver en retard. Donc c'est 10 enfants, mais n'était pas capable de dire si c'était un garçon ou une fille. Et donc voilà, donc il y a bien 10 enfants. Donc 4 garçons et 5 filles, ou l'inverse, je ne sais plus, qu'importe en fait. Et donc il y a eu avec la moitié des points. C'est terrible parce qu'en fait sa réponse est juste excellente en fait. C'est-à-dire qu'elle est capable de regarder en dehors du cadre et on lui apprend en fait toute petite à regarder dans le cadre. Je comprends aussi pourquoi la maîtresse n'a pas le temps de les prendre individuellement. D'accord. J'ai failli faire un brin d'humour en disant que c'est pas parce qu'il était noir et qu'il n'avait pas de papier qu'il fallait pas le compter, mais je me suis dit je vais peut-être pas gâcher l'année de ma fille tout de suite. Donc moi je suis assez sensible en fait à ces dimensions-là. Alors on essaie de le travailler en fait avec les étudiants. On reste quand même dans un modèle en fait d'optimisation. Il y a un truc qui m'a frappé aussi dans les interventions, c'est qu'on parle beaucoup. Il y a une dimension qui est absente, et je pense à juste titre, c'est la répartition de la valeur, parce qu'une bonne partie du problème en fait aussi en entreprise, c'est comment on se répartit la valeur. Et la façon dont on enseigne, la façon dont on socialise les gens, même au-delà de l'éducation, c'est que on cherche à optimiser à partir d'un gâteau dont on suppose la taille finie. Et moi, ce que j'apprécie dans les démarches qui sont ici, c'est que la taille du gâteau a priori n'est pas finie, ou du moins il reste des zones, de richesse à exploiter collectivement, et que l'excellence opérationnelle, le progrès continu, tous ces trucs-là, en fait, c'est comment on augmente la taille du gâteau, en fait, avant de savoir comment on se répartit un gâteau dont on suppose a priori qu'il est de taille finie. Donc, on reste dans un modèle, en fait, qui est d'optimisation. Alors, Dauphine n'échappe pas à ça. Les matières reines, ici, c'est les maths, par exemple. Donc, on optimise, mais on essaie de soigner. Donc, on a créé des parcours, par exemple, de sciences humaines et sociales. Moi, j'enseigne le contrôle de gestion, l'optimisation. Un des auteurs les plus cités, c'est Michel Foucault, et on a plein de sociologues derrière. On approche aujourd'hui ces dimensions psychologisantes en fait que vous avez développées. Les approches sociologisantes autour de la gestion, je crois qu'on est à peu près armés. Ça s'est bien passé. Les approches psychologisantes, en fait, c'est encore sur des choses sur lesquelles on a des marges de progrès. Alors, ça se fait à l'intérieur des cours. On essaie de mettre des cours qui ne sont pas que des cours techniques, en fait, justement pour éviter ces dimensions-là. On n'a pas toujours beaucoup de succès avec les étudiants. C'est très, très variable. On nous reproche parfois d'être théorique ou de ne pas être assez orienté vers la finalité de l'entreprise, qui serait, pour les étudiants, de savoir remplir des fichiers Excel. Vous voyez, il y a un moment, malheureusement, oui, c'est sûr qu'il faut savoir les remplir, mais ça ne peut pas s'arrêter à là. Alors, je vais rebondir là aussi sur notre conversation de tout à l'heure. Je me suis occupé du master CCA, comptabilité, contrôle, audit, il y a quelques années, donc ça forme des experts comptables. Donc en termes de pathologie d'optimisation, je crois que là, on est parmi ce qui se fait de mieux, en fait. Et donc les étudiants organisent toujours des événements. Alors, c'est des conférences un peu comme celle d'aujourd'hui, donc pour ou contre les IFRS. Vous voyez, c'est un peu chiant, en fait, comme sujet, on peut en discuter. Et donc je leur avais fait part de mon insatisfaction par rapport à ça, et j'ai un groupe de 3 étudiants absolument géniaux qui m'ont dit, monsieur, on a une super idée, enfin du moins on pense peut-être nous trouver un peu fou, mais et si on faisait un concours d'éloquence en fait en comptabilité? Et donc voilà, plutôt que de faire la conférence, on a fait un concours d'éloquence. On a invité les partenaires des grands groupes qui sont leurs futurs employeurs pour servir de jury. Donc ils avaient un thème à défendre, avec des mots pour faire rêver autour de la comptabilité. C'est pas simple, c'est pas gagné quand même. Et là, je trouve que du coup, ils sortent du cadre, ils décalent, et on retrouve des choses que vous avez évoquées ici, c'est-à-dire qu'ils apprennent à parler, à exprimer des points de vue. On est complètement en dehors de l'optimisation.
Voilà, je pense que ça passe par des petites initiatives comme ça, l'encouragement des étudiants à participer à des activités extra-universitaires. On va les sélectionner en partie là-dessus, et puis ensuite on va les encourager à participer à des associations. Il ne faut pas que ça devienne non plus la pathologique, parce qu'on voit certaines écoles de commerce où ça semble plus important de participer à des associations. J'ai mon neveu qui est dans une grande école de commerce, je ne sais pas très bien ce qu'il a appris en fait. Mais par contre, je vois bien où il est parti en fait en stage, en vacances, enfin je sais pas comment. Au Tibet, il a construit des trucs, 2 jours pour le reste du temps. Je suis pas certain que là ça soit vraiment suffisant, vous voyez, parce qu'il y a quand même un moment où les pratiques, les techniques, il faut les mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a ce subtil équilibre à trouver. Par contre, je sais plus qui a dit tout à l'heure, discuter ça s'apprend. Et je pense que là on n'est pas bon du tout en fait là-dessus. Discuter ça s'apprend, débattre, accepter des arguments contradictoires. C'est pas simple, et je pense qu'on n'est pas très très bon. On a encore beaucoup de choses à améliorer là-dessus. Voilà, je ne dirai pas plus, mais voilà, des initiatives très concrètes. J'en aurai d'autres, j'aurai d'autres exemples. J'en ai cité une sur le concours d'éloquence que je trouvais assez drôle. Les étudiants du master qui sont là organisent depuis plusieurs années un speed networking avec des professionnels en fait, d'entreprise. L'idée, c'est d'apprendre à écouter vite, de créer du lien, et de dépasser en fait simplement l'idée qu'il y a une boîte à outils, qu'on sort là l'outil, on l'applique et puis ça marche en fait. Voilà. Nicolas, quand même, oublie quelque chose d'important, c'est qu'il m'a recruté il y a 3 ans pour créer un module conduite du changement. Et nous, l'idée que l'on avait, c'était de ne pas faire des cours théoriques. C'était d'emmener les étudiants sur le terrain. Donc c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans. On les a emmenés chez Kiabi, Nature et Découverte, Compass. Donc cette année, ils vont travailler avec Aéroport de Paris. Et l'idée, c'est de leur donner un savoir-faire théorique pour qu'ils puissent intégrer les aspects business, client et employés dans un contexte multiculturel, multiethnique, et de les mettre en situation. Là, par exemple, cette année, ils vont travailler en se mettant à la place du CODIR d'Aéroport de Paris, qui va leur laisser la place en leur disant vous êtes le CODIR, qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les décisions que vous prenez pour que l'entreprise Aéroport de Paris puisse continuer à survivre ? Donc on les met dans le bain dès maintenant. Moi j'ai une question pour Frédéric. Je suis client Orange, donc j'ai mon expérience client, je ne vais pas vous la raconter, mais elle me fatigue un petit peu, cette expérience client, à tomber sur des répondeurs qui me disent que je dois faire comme ci, comme ça, puis évidemment je ne trouve pas, donc je vais dans le forum, et là je trouve des geeks qui sont peut-être moins bons que moi, on ne s'improvise pas geek quand même, et résultat je ne trouve pas la solution. Je voudrais savoir si l'excellence opérationnelle au service du parcours client ne risque pas, quand on voit ce que vous proposez, qui est bien, de faire tomber par excès dans des standards, et que ces standards, en fait, vous amènent vers une forme de désintermédiation. Moi, aujourd'hui, si j'avais du temps, je créerais une société pour assurer le service client pour les opérateurs. Comment vous risquez, vous voyez, là, un Blablacar ou même un capitaine train de l'opérateur téléphonique? Comment vous conjurez ce risque aujourd'hui? Est-ce que vous l'identifiez? Et déjà, un premier point. Et deuxième point, en termes d'excellence opérationnelle, comment vous arrivez à le conjurer? C'est une question pour moi, en fait. En tout cas, c'est votre présentation qui m'a fait réagir. J'oserais répéter ce que j'ai dit plusieurs fois. Je pense que l'erreur, c'est d'aller dans la... Quand vous parlez de standardisation, moi, je pense qu'il faut qu'on standardise la vision, parce que c'est la stratégie de la boîte et qu'il n'y en a pas 50. Et je pense qu'il faut qu'on standardise le fait qu'elle est dupliquée sur les 35 000 personnes qui assurent l'expérience client pour nous tous les jours, plus les gens dans les forums. Ce que je veux dire par là, et je vais le répéter, c'est est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est partagée? Ensuite, est-ce qu'on fout la paix aux gens pour, sur le terrain, avoir la latitude, ce que d'aucuns appellent l'intelligence dans l'application des processus, pour pouvoir ensuite déployer le détail tactique? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce que j'entends par là, c'est que toute la démarche que nous faisons, c'est de s'assurer qu'on a une vision dont la finalité est bien client, et que cette vision, elle est partagée. On a même repris ce que ce fameux consultant nous a appris, qui est le back brief. Faire un back brief, c'est à chaque fois que vous exprimez une vision, encore faut-il qu'elle soit claire, précise, correcte, etc. Ce qui n'est pas toujours très facile. Je propose ça comme l'année prochaine pour vos étudiants. Et ensuite, vous l'expliquez en cascade, à tous les niveaux hiérarchiques, jusqu'au manager de proximité et à l'opérateur. Et là, vous allez lui expliquer, vous allez vous assurer par un back brief que vous allez lui faire reformuler donc, les objectifs, la finalité, et vous assurer qu'elle est partagée. Et après, vous vous arrêtez là. Vous n'allez pas standardiser le comment. Vous laissez à chacun la disponibilité du comment. Et comme vous êtes capable de lâcher prise sur le comment,
mais parce que vous êtes assuré que tout le monde poursuit le même but et qu'a bien compris où on allait. C'est comme ça qu'on peut arriver à intégrer des forums. Et tant mieux, si vous voulez créer cette entreprise, je vous encourage à le faire. Et puis j'y mettrai des parts et puis je vous présenterai même des gens avec qui on pourra sous-traiter une part. J'ai aucun souci là-dessus. Il faut de la place pour chacun et tant mieux si vous avez l'intention de monter une entreprise dans la relation client. Je pense qu'il faut accepter le fait qu'on puisse coexister, je l'ai dit, qu'on encourageait les forums, etc. Et regardez, je ne citerai pas un de nos opérateurs concurrents, mais il a construit énormément de sa démarche sur le fait que ses clients s'entraident. Allez aussi, la dernière fois, je me baladais sur le site d'une entreprise que j'adore sur le sujet de l'expérience client qui s'appelle Leroy Merlin. Et je vous invite à aller sur le site de Leroy Merlin, à regarder comment Leroy Merlin, quand vous rentrez, ils mettent en avant la promotion de leur forum. Pour répondre vraiment précisément à votre question, je pense qu'une fois qu'on est tous alignés sur l'objectif, il y a une liberté totale sur la manière dont on y répond et comment on y trouve des solutions. Parce que la finalité, c'est que la prochaine fois qu'on se croisera, vous ne vous sentiez pas obligé de à la fois parler d'une expérience Orange pas très positive, mais sans pouvoir la nommer quand même. Voilà. Je voulais revenir sur un point. Finalement, l'excellence opérationnelle, à la base, il y a le Lean, il y a les théories, l'organisation Toyota, etc. Et je pense qu'il y a une forme de rejet parce que le lean est très souvent associé à maigrir. Je rappelle qu'en anglais, to lean over, c'est se pencher sur. Et c'est aller voir la réalité des choses. Et autant depuis des années, on a beaucoup insisté sur le maigrir. Je rappellerai un article de Womack, un des papes du lean, qui disait que le Mouda excessif crée le Mouda de demain. Donc c'est important de rester sur ce qu'on évoquait, c'est-à-dire to lean over, se pencher sur. Ça, c'est aller voir la réalité du terrain, aller voir la réalité du fonctionnement et apporter de l'amélioration continue. C'est peut-être un retour aux sources de ça. Et une façon de fluidifier, pour rebondir, apporter un complément par rapport à la réponse, c'est que très souvent, les projets, tant qu'on est sur cette logique de lean, de maigrir, on place les salariés en situation de jouer au maillon faible. Vous savez, ce jeu où à chaque tour, il y en a un qui sort. Ce n'est pas très motivant quelque part. C'est un peu détourné par rapport à l'excellence opérationnelle où il y a d'autres choses à faire. Et je pense que dans les exposés de ce matin, il y avait d'autres choses à faire que de jouer au maillon faible. Ça, c'est pour un élément, c'est important, c'est sûr, ça revient sur le sens, ça revient sur à quoi je contribue. L'autre élément, c'est que ce qu'on rencontre aussi, c'est que les projets dans les entreprises, c'est un peu comme les séries télé. Vous avez la saison 1, la saison 2, la saison 3. Et donc, est-ce que vous en êtes aujourd'hui à la saison, je ne sais pas combien est-ce que ça remet en cause, vous êtes à la saison 5, ça remet en cause la truc de la 3 il y a un élément de cumulation. Et du coup, ce coup-ci, c'est quoi? Vers quoi on va? Ça va durer combien de temps? C'est important aussi de donner du rythme, de donner de la temporalité. C'est bien qu'on change, on change de plein de manières. Il a été cité ce matin un organisme public qui a beaucoup changé, ce qui est voilà, culturellement c'est intéressant, mais c'est important aussi d'aller qu'il y ait une certaine continuité. Je ne parle pas de rigidité, mais c'est la souplesse et puis la dynamique, quoi, voilà. Alors moi j'ai une question, puisque, après il y aura Eric. Il a été posé sur les écoles, comment font-elles pour mettre cette dimension humaine, de sciences humaines dès le début, mais comment font donc les entreprises? Comment vous faites dans vos entreprises? Quelles sont les pistes pour amener ça progressivement dans l'entreprise, autrement que par le CHSCT, donc ce comité avec les instances représentatives du personnel, ou le CE, comité d'entreprise, parce que ça n'a pas été forcément explicité aux étudiants. À vous. Vous travaillez à la SNCF ou pas? Je peux partager avec vous une expérience que j'ai vécue pendant 4 ans auprès d'un acteur de la grande distribution en région. On sortait d'un management caractériel sur un site de 450 personnes, plus un autre site de 300 personnes en logistique. Les partenaires sociaux étaient chauffés à blanc. Il y avait en moyenne 20 jours de grève banquette par an, ce qui veut dire que sur du frais, il faut faire venir la désinfection, plus l'autorisation de faire repartir les chaînes. Donc c'était une catastrophe. Le taux d'absentéisme était épouvantable. Et il y avait une violence
au niveau des CHSCT notamment, et au niveau du CE, et partout, à la fois entre les partenaires sociaux et avec les représentants de la direction. Et au départ, au bout de 10 jours, j'ai dit que j'allais arrêter ma mission parce que c'était trop compliqué. Et le directeur de site a changé. J'ai vu arriver un directeur de site, un manager comme j'en ai peu vu, qui était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé en développement personnel, qui déjà, dès le départ, a donné une exemplarité. C'est-à-dire que pendant un mois, il a rencontré les gens sur leur poste de travail, à les rencontrer, à savoir qui ils étaient, à se faire une idée. Il n'a pas fait de grands discours, il n'a pas fait grand-chose, sauf qu'il portait des valeurs, il portait une exemplarité et qu'il était à l'écoute. Dans un second temps, nous nous sommes rendus compte que le directeur de site, le DRH, le DG et moi-même, nous étions sur les mêmes valeurs et que nous avions envie de la même chose, c'est-à-dire des valeurs humaines, de bienveillance, de transparence, de clarté, mais aussi des valeurs morales avec une véritable notion de bien et de mal. Parce qu'on s'était rendu compte que plusieurs acteurs, quels qu'ils étaient, n'avaient plus vraiment conscience de ce qu'était le bien ou le mal et qu'est-ce que c'était. Donc nous avons travaillé sur la culture. On a travaillé en bottom-up sur qu'est-ce que les gens voulaient vivre dans l'entreprise et qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas vivre en termes de comportement. On a monté un cahier blanc de qu'est-ce qu'on voulait vivre, vraiment au quotidien, sur des choses très basiques. De là, ils ont tiré des valeurs. De ces valeurs-là, puisqu'il y avait l'entraide, la bienveillance, la relation client, l'effort, voilà. Cette entreprise a embauché 80 pompiers, a embauché aussi a une véritable embauche de travailleurs handicapés. Et tout cela a changé beaucoup déjà dans l'expérience, dans la culture, dans le comportement de tous les jours. Ça a changé beaucoup de choses. Et puis surtout, pendant 4 ans, nous avons mis une foultitude de formations en place sur tout ce qui est communication et développement personnel, où nous avons mélangé les groupes, à la fois en termes hiérarchiques, en termes de département, et surtout nous avons mélangé des gens de la direction avec des gens des partenaires sociaux, etc. Et nous les avons fait se rencontrer en tant qu'individus et non pas en tant que fonction. Et petit à petit, eh bien, il s'est passé quelque chose d'absolument génial. En termes de dialogue social, on a fait venir aussi des partenaires sociaux de Suède et de Norvège. Et tout cela a fait que petit à petit, l'ambiance, la culture, tout a changé. Et qu'après cela, ce sont les partenaires sociaux qui ont fait eux-mêmes le ménage chez eux aussi et qui ont sorti des gens qui bloquaient beaucoup les processus. Et on a pu vraiment travailler. Et je crois qu'encore maintenant, ça fonctionne comme ça. Juste un rapide commentaire. Tout à l'heure, Béni parlait d'un point très important qui était le dialogue des chaises, le dialogue des gens. Moi, je suis très, très sensible à ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on processe énormément de choses. À force de vouloir organiser, légiférer, fixer, etc., on finit parfois par créer, par organiser de manière systématique le dialogue entre les chaises et pas le dialogue entre les gens qui sont assis sur les chaises, qui prennent le costume de la chaise. C'est assez terrible. Et je voulais juste témoigner sur une initiative qui est en ce moment qui est en cours en ce moment chez Orange et que je trouve sympa, qui est une initiative qui vient d'une équipe de gens. On a beaucoup de formations internes, managériales, etc. Et il y a une équipe managériale qui faisait son projet et qui a eu comme projet de faire ça, qui l'a proposé, ça a été acheté. Et ce sujet, ça s'appelle Stéphane et Stéphane ou Marco et Marco. Ça consiste à faire que chaque membre du COMEX d'Orange est mis en paire selon son prénom avec un opérationnel. Donc là, Stéphane Richard, qui est notre patron, a été mis de pair avec un vendeur en boutique qui s'appelle Stéphane. Et ça s'appelle Stéphane et Stéphane. Et en fait, c'est Vie ma vie. Hein. Donc, il est parti. Donc, Stéphane Richard est parti pendant une journée vivre la vie d'un vendeur de boutique. C'est fait de manière extrêmement élégante. Ça a donné lieu à un petit film de 7 minutes dans lequel, donc, le matin, il regarde avec l'autre Stéphane, il regarde comment il fait. Et l'après-midi, il lui prend son costume et lui, il se met à vendre. Là, en ce moment, il y a Marco et Marco qui est le directeur donc, de l'expérience client, qui lui a pris le Marco qu'on lui a choisi. C'est un vendeur porte-à-porte de fibres. Donc on l'a gâté. Et voilà. Et bon, alors, après, vous pouvez en penser ce que vous voulez, etc. Mais ça a un effet intéressant. C'est vachement intéressant parce que d'abord, ça prend, c'est surtout l'intranet. Ça a été fait avec beaucoup d'élégance, justement pour éviter certains travers qu'on pourrait y voir. C'est très élégant, très vrai, très frais. Et on est en train de regarder ce que ça va donner.
Et en tout cas, pour l'instant, c'est extrêmement apprécié et ça a le mérite d'alimenter beaucoup de discussions au café de manière positive. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez fait l'inverse du Marco qui va à la place du Marco manager? Non, ça a été fait dans un autre temps, dans un autre contexte, mais pas là. Le but, c'est de montrer que on peut pas inverser les chaises au même moment. Donc là, pour l'instant, on a pris les membres du COMEX et en montrant qu'au plus haut niveau, le client, parce que c'est dans le plan expérience client, au plus haut niveau, le sujet de l'expérience client, elle est prise au sérieux, elle est même vécue dans sa chair entre guillemets, et c'est ce qui a conduit à faire en sorte que voilà, l'autre sens que vous soulignez, qui est parfaitement légitime, n'a pas complètement de légitimité dans le cadre de ce projet Essentiel 2020. C'est pas le même sujet. Mais dans d'autres temps, d'autres faits et d'autres initiatives, ça a été déjà fait aussi. Moi, ma réponse à ça, c'est qu'en fait, il faut faire reconnaître le fait que le management, c'est de l'émotion et de la méthode. Et on a des générations qui ont été apprises à la méthode et qui n'ont jamais laissé libre cours à l'émotion. Et je pense que ce sont des compétences qu'il faut reconnaître. Et moi, en tant que DRH, je cherche progressivement à faire rentrer l'évaluation de cette compétence d'émotion dans les processus de sélection des dirigeants, parce que je sais que ce sont les personnes dignes d'émotion qui sont capables de faire vivre des expériences à leurs collaborateurs et de les transformer profondément en tenant compte en fait de leur fibre humaine. Je réinsiste sur ce que vient de dire Bénédicte, il n'y a pas beaucoup de DRH qui vous le disent comme ça. Il y en a peut-être qui le pensent, mais de l'affirmer en public, c'est un signe pour moi de courage et d'assumer une direction particulière. Merci Bénédicte. Oui, juste un point par rapport à justement à ces questions d'échange. Le danger dans les échanges, c'est les questions d'emprise et qui peuvent se transformer jusqu'à du harcèlement. C'est quelque chose sur lequel il est nécessaire de travailler, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. On peut, à un moment donné, sans s'en apercevoir, glisser dans l'emprise. Et donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un des pièges du collectif, c'est un des pièges de la relation à l'autre. C'est comment on arrive à rester dans une relation de respect et comment on arrive à être dans une relation où l'autre, où chacun est libre. Sachant qu'évidemment, la liberté est un chemin, parce que tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas connu, ne nous rend pas libres. Le fait de ne pas être sensible à certaines choses, par exemple, tout à l'heure je parlais de la santé au travail, ça nous rend inconscients et donc non libres par rapport à ces éléments-là. Donc dans toutes les formations, parce que j'ai entendu parler de développement personnel, oui au développement personnel, mais un développement personnel qui est sécurisé. Ça veut dire, bon, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Il y a des ouvrages qui ont été faits sur la tentation souveraine. Quand on est dans la relation à l'autre, on peut toujours tomber dans cette tentation de devenir souverain. Encore une fois, parce que derrière, on peut être dans le bisounours, en pensant que il suffit d'être ensemble, il suffit de se parler pour que ça soit magique. C'est tout sauf magique. Ça demande du travail. Exactement, et ça me permet de du coup clore ce débat en disant que l'amélioration continue s'applique en premier à soi-même. C'est la plupart des feedbacks qu'on a reçus ici, quelle que soit l'approche que l'on fait. Nous sommes tous des étudiants éternels, même si on est à Dauphine étudiant ou si on est ici. Je vous remercie donc, vous participants, d'être venus et d'avoir libéré une demi-journée de votre temps. Je remercie énormément les participants d'avoir amené votre professionnalisme, d'avoir ouvert ce débat avec courage, authenticité. Et je vous invite à suivre l'IFCO, nous rejoindre si vous êtes intéressés, pour continuer cette aventure vers une excellence opérationnelle et de service qui permet aux entreprises de se réaliser avec la réalisation de l'humain. Merci à vous tous, encore merci à Dauphine.